Buongiorno. Bonjour. Bienvenue à tous à cette rencontre sur la justice réparative. Un public nombreux, même si le thème pourrait sembler être un thème de spécialistes du monde du droit. Un public nombreux qui dit bien combien l'expérience de la justice et de l'injustice est quelque chose qui fait partie du tissu de notre vie quotidienne, au-delà des tribunaux, des toges, des tocs, de ce qui fait partie habituellement de l'imaginaire et des instruments du juriste. Nous voulons la justice, que la justice soit faite. La justice a été faite, nous promettons la justice. Combien de fois, dans les chroniques médiatiques, on entend des expressions de ce type face aux épisodes criminels, que ce soit des accidents banals ou d'autres événements qui suscitent l'indignation ou la perception d'avoir subi une injustice. Des expressions récurrentes. Mais que signifie faire justice ou obtenir la justice pour une personne qui a souffert une grave perte humaine, matérielle ou affective? La justice administrée dans les tribunaux, telle que nous la connaissons aujourd'hui dans les démocraties libérales contemporaines, est le fruit d'un très grand chemin de civilisation qui nous a donné certains principes fondamentaux sur lesquels nous allons revenir dans quelques instants, dont nous ne voudrions pas être privés de quelque manière que ce soit. Cela n'a pas toujours été le cas. Les civilisations antiques, dans lesquelles puise notre culture occidentale, témoignent de différentes manières, à différents moments, à travers différents mythes et narrations, un changement d'époque qui marque une ligne de partage des eaux entre une idée primitive de justice, en proie à la pulsion de vengeance du cœur humain, à des formes plus rationalisées de jugement à travers l'instauration d'un troisième sujet impartial appelé à trancher à travers des jugements bien organisés. Prenons l'une de ces images possibles qui marquent ce changement d'époque de la civilisation antique à la civilisation moderne. La troisième tragédie de l'Oreste d'Échille marque la fin de l'antique Érénie, la vengeance antique, grâce à l'intervention de la déesse raison Athéna, qui, par l'instauration du tribunal de l'aéropage d'Athènes, intervient pour briser la chaîne de sang de persécution des Érinnées qui afflige la famille d'Agamemnon. Un tribunal qui finit par absoudre avec le visage décisif d'Athéna Oreste, qui est pourtant coupable du meurtre de sa mère. Donc la conception primitive de la justice fondée sur l'idée de venger le tort subi appartient à une époque dépassée dès cette ligne de partage des eaux que nous donne la littérature classique. Aujourd'hui, nous sommes bien au-delà de ce changement. Les textes de nos constitutions contemporaines, à partir de la constitution italienne, très riches de principes dans ce domaine, et de très nombreux documents internationaux, prévoient une série de principes qui équipe le système judiciaire de garanties, notamment dans le système pénal. On garantit à tous l'accès à un juge pour les controverses, on le soutient économiquement, on garantit l'indépendance et l'impartialité des juges, la présomption d'innocence des accusés,
des règles pour l'argumentation juridique dans le respect du contradictoire. Principe de l'égalité, proportionnalité des peines et surtout finalité rééducative de la peine et encore bien d'autres choses. Nos pères, comme l'affirme le titre du meeting, nous ont donné un trésor très riche en matière d'administration de la justice. Pourtant, dans ce domaine aussi, même dans le domaine de la justice, lorsque l'action humaine, même si l'action humaine était impeccable, une justice qui se fasse dans les temps et qui soit régulière, même dans ce cas, quelque chose reste inachevé. L'année dernière, dans ces salles mêmes, résonnaient de manière puissante les expériences de Maria Grazia Arena et Agnese Moro qui témoignaient une surabondance humaine née sur le terrain de l'un des conflits les plus déchirants sur le plan juridique, social, politique et humain de l'histoire de l'Italie. Leur histoire extraordinaire, leur amitié extraordinaire, témoignée par cette étreinte entre elles que l'on a vue sur l'estrade, renaissait d'une intuition d'Adolfo Ceretti, Claudia Mazeretto et Guido Bertagna qui nous a été donnée dans les magnifiques pages du livre qui a été publié. Pour utiliser leurs paroles, tout est né du constat qu'il ne suffisait pas de satisfaire les exigences de justice. Pour satisfaire les exigences de justice, le fait que le responsable puisse expier sa peine par de longues années de prison. Et pour les victimes, ce n'était pas suffisant non plus d'être réconforté par cette peine qui était expiée. Agnese Moro, qui est la femme d'une personne qui a été tuée, disait il fallait briser la chaîne du crime à partir de ce sens d'insatisfaction et ce manque, ce sentiment d'inachèvement sont nés des formes nouvelles, attention, intégratives. Bien sûr, ça ne remplace pas, mais ça complète ce qu'on considère habituellement comme la justice traditionnelle. Pourquoi cette exigence de quelque chose de nouveau? Faisons un pas supplémentaire. Allons encore plus au fond, en continuité avec l'intervention et la rencontre de l'année dernière. Le point le plus problématique de la justice traditionnelle, comme l'observe Paul Ricoeur, je cite, c'est que même les actions les plus civilisées de la justice, en particulier dans la sphère pénale, maintiennent encore le signe visible de cette violence originelle qu'est la vengeance. Fin de citation. Pour reprendre notre image du mythe des Érinnées et des Euménides, nous pouvons voir que dans cette tragédie, à la fin, les Euménides ne remplacent pas totalement les Érinnées. Elles les dépassent, bien entendu. Mais à la fin, au bout d'un long dialogue de persuasion, Athéna leur réserve une place dans la ville. Elle ne les exile pas, elle ne les expulse pas. Il y a une transformation dans ces antiques divinités effrayantes. Athéna, déesse de la raison, née du cerveau de Zeus, les convainc de réorienter leurs forces vers une forme de bénédiction pour la ville. Cette énergie maléfique, habituellement consacrée à la vengeance, devient une énergie positive à travers leur inclusion. Mais cela nous met en garde. Même dans les civilisations contemporaines, l'expression de la justice est toujours liée à une expression de force. C'est une force nécessaire, soyons clairs.
pour des buts élevés, pour des exigences constitutionnellement importantes et intouchables. Garantir la sécurité et l'ordre est une mission intouchable de l'État. Punir le criminel l'est tout autant, de même que sanctionner les responsabilités du coupable. Pourtant, cette loi, telle que nous la connaissons, emprunte quelque chose à la violence qu'elle entend combattre, observe François Host. À partir de ce paradoxe, on cherche à combattre la violence, mais on ne parvient pas à faire se passer d'un usage de la force, ce qui fait naître de manière impérieuse l'exigence d'une réflexion supplémentaire sur le terrain qui nous a été donné. Il faut pousser au-delà la réflexion sur la justice. Il faut expérimenter de nouvelles formes qui intègrent et accomplissent davantage ces exigences de justice qui sont toujours inépuisables. Nous aussi, hommes et femmes de droit, nous devons nous approprier ce que dit le titre du meeting. Ce que nous avons hérité, nous devons le reconquérir pour le posséder vraiment. Cette réappropriation n'est pas uniquement le fruit d'une réflexion, nous l'avons vu l'année dernière, c'est le fruit de nouvelles expériences. Cette année, nous poursuivons de manière idéale cette chemin, cette caravane, cette découverte de nouvelles formes expérimentales, de formes de justice qui complètent la justice traditionnelle à travers la contribution de nouveaux personnages. Nous avons avec nous avant tout Carmen Velasco. Je vous demande de l'accueillir avec un applaudissement. C'est une juriste espagnole, notaire, qui pratique cette profession depuis 2002 dans la ville de Bilbao, au Pays basque. Elle va nous raconter, à la suite d'un certain nombre d'événements historiques qui ont touché l'Espagne à l'époque de la crise financière et économique, elle s'est spécialisée dans la résolution des conflits, notamment à travers la médiation et d'autres méthodes alternatives et solutions de controverses dans des questions commerciales, familiales et aussi pénales. Non seulement elle pratique la médiation, mais elle est même devenue la maîtresse, la formatrice de nouveaux médiateurs. Elle consacre une grande partie de ses énergies à former des personnes qui travaillent dans ce domaine. Et cela aussi, il faut le remarquer, elle travaille en étroite collaboration avec les tribunaux de Madrid et des Pays basques. Avec nous, la réflexion se poursuivra avec le père Francesco Occhetta, qui a déjà occupé beaucoup de place dans ce meeting. C'est un jésuite. Il fait partie de la rédaction de la revue Civiltà Cattolica et il a une formation très riche, comme en témoignent ses nombreuses contributions qui touchent des domaines très variés. Il est diplômé en droit à l'Université publique de Milan, n'est-ce pas? Il a également eu une licence de théologie à Madrid et un doctorat à l'Université grégorienne de Rome. Il est spécialisé en droits humains à l'Université de Padoue. Il a complété sa formation à Santiago de Chili, ne vous en plaise. C'est un journaliste professionnel. Il a écrit de nombreux textes, y compris dans les domaines desquels je m'occupe, à savoir le droit constitutionnel. Mais je veux rappeler ici, pour faire court, le dernier, pour ce que je sais de ces titres, qui s'intitule « La justice bouleversée ». C'est lui qui nous révélera lui-même par son intervention ce qu'il écrit dans ce volume. La troisième intervention est celle de Valdece Antonio Ferreira, très connu au meeting. L'année dernière, il nous a fait connaître l'extraordinaire expérience des APAC.
Alors, dire ce qu'est Valdés y Ferreira est très difficile, mais je voudrais souligner, si vous le permettez, que lui aussi est un missionnaire laïque combonien, juriste et théologien. Et lui aussi, non seulement il est l'âme de cette expérience extraordinaire dont il nous parlera, cette expérience des APAC, mais lui aussi, comme Carmen, a un rapport de collaboration avec les institutions brésiliennes, en particulier l'État du Minas Gerais, je ne sais pas comment on dit, Gerais. Et lui aussi s'occupe de formation de personnel qui puisse poursuivre ces expériences extraordinaires dont nous avons entendu parler l'année dernière à travers l'exposition et dont nous allons entendre encore parler dans son intervention. Mais j'ai déjà trop parlé et je cède la parole pour commencer à Carmen Velasco qui va nous parler d'elle. Buongiorno a tutti. Bonjour à tous, je suis désolée de ne pas pouvoir parler en italien. Je voudrais remercier tout d'abord le meeting, toutes les personnes qui le rendent possible, en particulier Martha pour m'avoir invité à participer à cette rencontre. Je suis très heureuse d'être ici. Je suis spécialisée dans la résolution de conflits par la médiation. La médiation est liée à une façon nouvelle de faire face aux conflits et c'est une méthode qui porte des fruits différents, des résultats différents. Ils sont liés à la vie quotidienne des personnes. Par exemple, des personnes qui ont cessé de payer les quotas de leur emprunt pour les maisons. En Espagne, on a eu beaucoup de personnes qui ont eu des difficultés et qui ont arrêté de payer leurs emprunts pour leur maison prêtés par les banques. Les banques ont proposé des solutions de retardement des paiements ou d'autres solutions, mais il y a d'autres cas qui n'ont pas été résolus. Ce cas était vraiment nombreux, ils étaient un problème social. La ville et la mairie de Paris se sont rendus compte qu'on avait besoin de formes alternatives. Ils nous ont invités à travailler en tant que médiateurs pour pouvoir rencontrer les représentants des banques pour trouver de nouvelles solutions. L'urgence de cette situation sociale et le fait que nous avons été invités par la mairie de Paris les banques ont voulu participer à ce projet. J'ai été formée pour gérer les problèmes de point de vue technique à travers des rencontres individuelles avec ces personnes, leurs familles et avec des rencontres avec les représentants des banques. Je devais chercher des informations pour avoir des données qui pourraient être utiles pour évaluer le cas. Par exemple, le montant du prêt, combien d'années étaient passées du commencement du prêt, quel type de dépenses avaient ces personnes, combien de personnes étaient à charge du responsable de la famille. Toutes ces informations étaient nécessaires parce que je devais affronter la conversation avec ces personnes et je devais construire la bonne foi de la personne qui avait payé jusqu'à ce moment. Je devais donner des données pour soutenir la bonne foi face aux représentants des banques, c'est-à-dire construire un contexte où l'institution bancaire pouvait renégocier le prêt, l'emprunt, pour utiliser par exemple une structure externe, le médiateur en particulier. J'ai commencé à travailler en couple avec toujours un collègue et j'ai commencé à parler avec les personnes qui étaient dans cette situation difficile. J'ai commencé à parler avec elles et j'ai connu un monde complètement différent de ce que j'avais imaginé, un monde très complexe. Je me suis rendu compte que j'aurais dû
m'engager beaucoup, faire beaucoup d'efforts. Dans tous ces cas, j'ai rencontré des personnes qui ont dû faire face à des situations imprévues ou qui avaient fait des erreurs, mais dans beaucoup de cas, ils n'avaient pas la véritable responsabilité, ils ne connaissaient pas les règles qui régulaient les prêts, l'accès aux prêts, et ils n'étaient pas sûrs du rapport avec la banque. Ils ne savaient plus comment affronter cette situation. Et les histoires étaient vraiment diverses. Ils n'avaient pas bien prévu le montant du prêt. Ils avaient perdu leur travail. Il y avait des couples qui voulaient se séparer. Les parents avaient garanti la maison pour leurs enfants, mais après, ils avaient perdu leur travail. Après, il y avait des immigrés qui avaient été embauchés dans le secteur du bâtiment, mais après, ils n'arrivaient pas plus à payer. La situation, donc, était insoutenable pour ces personnes et sans travail, sans un emploi, ils n'arrivaient plus à payer. Ils arrivaient chez moi me voir avec une idée très mauvaise de leur situation. Et de la part des banques, j'entendais dire ces personnes ne sont pas responsables, ils ne veulent pas s'engager. Mais j'ai vu que les questions techniques ne suffisaient pas pour affronter cette situation. Je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un vrai défi. Je ne pouvais pas seulement me poser des questions techniques. C'était une situation qui me touchait directement, personnellement. Je ne pouvais pas m'adresser à cette personne seulement en pensant aux données économiques et à l'évaluation objective parce que j'étais triste en tant que professionnelle. Ça me paraît de réduire cette personne. Si je restais aux données techniques, je ne donne pas une contribution parce qu'un autre technicien pourrait donner la même évaluation. Donc, c'était difficile comme situation pour moi. Et cela m'a amené à avoir un élan différent. Je me suis rendu compte que la relation avec cette personne pouvait donner quelque chose à moi, pouvait donner des éléments à moi-même. J'ai commencé à leur demander ce qu'ils étaient vécus, leur histoire, ce qu'ils avaient appris et ce qu'ils pouvaient faire. J'ai entamé une relation plus personnelle. J'ai découvert un bonheur, une plénitude énorme parce que je pouvais rencontrer chaque personne et je n'étais plus contrainte liée à mon travail de médiateur. En passant beaucoup de temps avec ces personnes, au fur et à mesure que je passais du temps avec eux, je me rendais compte que chaque personne était différente. J'avais une existence, une histoire en face de moi et je savais tout ce qui s'était passé dans leur vie. Je savais que chaque personne avait une famille et en tant que professionnelle, j'aurais jamais compris cela. Ces personnes, pendant ces dialogues, quand ils s'écoutaient parler avec moi, ont récupéré la confiance en leur-même, en soi. Ils ont compris qu'ils existaient, qu'ils étaient des personnes et j'étais vraiment heureuse, non pas seulement parce que j'ai découvert une méthode alternative pour résoudre la solution. Bien sûr, nous avions besoin d'une solution alternative, mais j'étais contente parce que ces personnes avaient retrouvé une valeur. Ils pouvaient exister. Cela m'a beaucoup touchée parce que quand je terminais ces rencontres, je comprenais que juste grâce au dialogue avec moi, ces personnes avaient plus de confiance en soi. Nous n'avions pas résolu la situation, mais ils savaient qu'on aurait trouvé une solution finalement. Ensuite, je suis allée voir les représentants de banque, j'ai parlé de ces histoires et on a cherché des solutions alternatives, par exemple de nouveaux emplois pour ces personnes. On a travaillé pour qu'ils puissent être aidés sans perdre leur valeur de personne. Nous avons cherché des associations qui puissent aider les débiteurs du point de vue alimentaire. Ils reçoivent des allocations alimentaires. Avec mon collègue avec qui je travaillais,
tous ces aspects étaient vus comme quelque chose de nouveau, comme une nouveauté. Je n'ai jamais vu, il me disait, un médiateur qui travaillait dans cette façon. Je me suis rendu compte que je faisais beaucoup plus de ce que je pensais faire au tout début. Il est important aussi de dire que quand je rencontrais les représentants des banques, ma position pour parler avec cet institut, mon attitude était complètement nouvelle. On a trouvé des nouvelles solutions pour rembourser les dettes avec des montants progressifs, avec des engagements de paiement qui n'étaient pas forcément obligatoires, mais on pouvait simplement donner ou laisser une partie d'argent dans la banque. Il y a eu différentes solutions. Ces personnes ont réussi à maintenir leur maison avec des loyers très bas, très réduits. On a eu différentes situations. On a finalement réduit au minimum le problème de non-remboursement de dettes. C'était le premier cas où une mairie est arrivée à s'accorder avec les instituts de crédit. Un autre exemple est mon travail avec le couple en phase de séparation, donc des couples en difficulté conjugale. Une collègue m'a dit qu'elle avait reçu un appel d'un couple et elle s'était rendue compte qu'elle n'arrivait pas à les aider du point de vue juridique et légal. Elle n'arrivait pas à enlever la douleur de ce couple. Quand j'ai rencontré ces personnes, je me suis rendu compte que j'étais face à une situation qu'on ne pouvait pas gérer avec de conseils techniques. Donc, je me conçois en tant que personne quand je rencontre ce couple, avec la nécessité de découvrir quel degré d'implication cela me demandait. Je suis rentrée dans cette salle sans d'autres informations. J'ai commencé à expliquer au couple le type de travail que j'aurais mené avec eux, que j'aurais pas seulement indiqué les différentes étapes, mais que je voulais être avec eux parce que je voulais savoir ce qu'ils vivaient, les choses qu'ils considéraient importantes. Je lui ai fait comprendre que j'étais proche d'elle. Donc, j'ai favorisé la communication entre les deux personnes de la couple et petit à petit, ils m'ont raconté qu'il avait une maladie dégénérative, qu'il y avait toujours eu des difficultés entre eux et avec la maladie, tout était impossible, tout était trop difficile. Ils n'avaient pas la force de se supporter, de se tolérer un jour de plus. En parlant avec eux, je me suis rendu compte que j'arrivais à rester calme, je me suis comportée de façon très naturelle. Je suis restée proche d'eux, je posais des questions très simples que je ne créais pas. Ils me racontaient qu'ils dormaient dans des chambres séparées, qu'ils ne se parlaient plus, que la vie ensemble était un poids, un fardeau et que ce n'était pas ce qu'ils voulaient. À travers mes questions, je leur demandais comment vous voudrez vivre votre journée. J'ai essayé de faire émerger, renaître leur désir d'être aimés à nouveau pour que la vie ne termine pas comme cela. Ils avaient presque peur de se mettre à nu, de dire ce qu'ils désiraient, mais ils ont commencé à s'écouter l'un l'autre. Grâce à ma présence, ils ont commencé à s'écouter. Elle m'a raconté que elle s'énervait très rapidement avec son mari et donc je lui ai demandé qu'est-ce que tu pourrais faire, qu'est-ce que tu peux faire pour toi-même et pour lui. Elle m'a dit je ne veux pas crier, je ne sais pas comment l'éviter. Et quand j'ai déjà crié, qu'est-ce qui se passe? Je me sens mal. Je ne sais pas comment récupérer une situation de bonheur. Et les deux parlaient du bonheur, du pardon. Quand je suis rentrée dans la salle pour la première fois, je pensais qu'ils n'étaient pas capables de parler. Et au fur et à mesure qu'on se voyait dans les différentes séances, ils ont arrivé à parler du pardon.
Et c'est un cas exceptionnel, ils ont décidé de ne pas se séparer finalement. Et après beaucoup de temps, elle a appelé à mon amie, à ma collègue, et elle a demandé de me revoir parce qu'elle voulait récupérer les mots qu'elle avait prononcés ce jour parce qu'elle voulait les noter pour se souvenir de ce mot, pour les prononcer quand cela aurait été nécessaire. Quand je suis sortie de la salle, moi j'étais changée et eux, ils avaient changé. Et ma collègue, elle m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. C'était une possibilité, une expérience très particulière. Et je dois encore la comprendre en profondeur. Le dernier cas que je veux partager avec vous, c'est un couple qui était en train de se séparer. Ils ont des enfants et ils sont très préoccupés du fait que les enfants ne vont pas accepter cette situation. Ils ne sont pas capables de rester seuls, de parler entre eux. Et quand ils ont commencé à parler avec moi, j'ai vu qu'ils se traînent cette histoire de problèmes pendant des années. Ils ne se rappellent pas ce qu'ils ont vécu ensemble, comment ils éduquaient leurs enfants. Ils sont bloqués. Ces personnes se présentent avec leurs limites et ce qu'ils racontent, la façon dont elles se racontent est une façon unique. En tant que médiatrice, je me rends compte que la situation change. On a commencé à travailler ensemble, tous les trois. Les tensions qu'ils avaient ont été mises sur la table. Ils se sont mis à nu. Ils avaient besoin de quelqu'un qui restait avec eux pour les aider à parler. Pendant cette séance qui durait des heures, ils sont vraiment longues pendant 5 heures. Je ne me rends pas compte du temps. Quand je suis avec eux, je me fais traîner par eux. Je leur demande ce qu'ils voudraient, ce qu'on pourrait faire pour récupérer leur rapport. Et je me rends compte que ces personnes ont le désir du bonheur. Et quand ce désir émerge, c'est vraiment passionnant de rester avec eux dans cette salle. Je ne sais pas vraiment ce qu'elles passent véritablement. Mais je suis sûre que ce parcours nouveau est un parcours très important parce qu'à travers la loi, j'aide ces personnes à chercher ce qu'il y a de bon dans leur rapport de couple, ce qui tient encore. Ils commencent à utiliser leur raison de façon différente. Ils voient les choses de façon plus réaliste. Ils comprennent ce qui ne va pas, les conséquences de leur crise sur leurs enfants. Mais ce n'est pas moi qui souligne cela, c'est eux-mêmes qui comprennent. Avec leur créativité, ils comprennent et ils trouvent des solutions grâce au fait qu'ils commencent à parler. Au tout début, tout semblait un obstacle, mais grâce au dialogue, à la conversation, s'ils commencent à parler, au lieu de penser seulement à l'accord de séparation, par exemple, combien d'argent le mari ou la femme donneront aux enfants, on parle de faits réels. Je les aide à s'assumer leurs responsabilités et faire un pas à la fois. Parfois, ce couple ont leurs idées et ma médiation ne suffit pas, mais j'ai les yeux pleins d'espoir. L'espoir, et c'est vraiment cet espoir que je veux vous communiquer. On n'arrive pas toujours à résoudre toutes les situations. Chaque situation est particulière, mais chaque situation n'a jamais été suffisante pour anéantir la passion que je vis à chaque fois. La passion que je vis avec ces personnes, je veux continuer à la vivre. La rencontre avec l'autre, même sur le plan juridique, permet, grâce à cette médiation, de faire un travail discret et il peut y avoir de nouveautés avec ces personnes qui pensent être seules jusqu'à ce moment-là. Cette découverte amène un enrichissement très grand au système juridique parce qu'en tant que juriste, je me demande à quel point je peux me pousser du point de vue technique. Il y a des domaines où je ne peux pas rentrer, mais avec la médiation, grâce à la médiation, tous les opérateurs juridiques arrivent à communiquer. On peut dialoguer avec les avocats, avec les institutions publiques, avec le gouvernement, avec les institutions financières, bancaires.
Et cela peut être un complément, un élément complémentaire à la justice traditionnelle qui peut nous consentir, nous permettre d'arriver jusqu'au fond de ce qui se passe. Nous pouvons accompagner les personnes pour les aider à construire une nouvelle forme de relation qui implique tous les acteurs impliqués. Merci. Merci Carmen d'avoir bien voulu partager ton expérience, cet aspect de ton professionnalisme qui ne t'a pas fait quitter la profession notaire, mais découvrir une nouvelle dimension possible. J'aimerais souligner certains aspects parmi les nombreux qui m'ont touché. Premièrement, qui parmi nous ne s'est pas reconnu dans les situations dont elle nous a parlé? Difficultés économiques, les salaires la perte du salaire, le travail perdu, l'inquiétude pendant ces années qui a touché tant de familles qui ne savaient pas ce qui se passerait le lendemain de leur propre maison. Les tensions familiales, les conflits dont Carmen nous a parlé sont des situations très rongées, mais cette impatience, cette perte de capacité d'accueil. Combien de familles à notre époque contemporaine connaissent des tensions de ce type? Donc, le type de justice réparative dont nous a parlé Carmen ne concerne pas seulement les grands conflits historiques, mais aussi le quotidien qui forme notre vie de tous les jours. Le résultat, là où cela fonctionne, parce que Carmen, avec grand réalisme, a dit que très souvent, on ne parvient pas à résoudre le conflit. Mais là où quelque chose naît, là où quelque chose se passe, c'est un résultat dont tous sortent victorieux. Il n'y a pas un côté qui l'emporte et l'autre qui succombe. Les Américains parlent d'un win-win approach. Tout le monde a quelque chose à y gagner. Quel est le facteur déclenchant qu'elle a souligné, le déclic? Ce n'est pas le bon conseil. Combien de fois elle a dit « Moi, je ne suis pas là pour donner des conseils », mais un regard, son regard, qui a su voir la valeur de la personne. Pensez la gêne, l'embarras peut ressentir une personne qui ne peut pas payer son prêt mensuel. Pensez son embarras face à la personne qui pourrait l'aider. Imaginez le coût en termes humains de dire « je n'y arrive pas, je n'ai plus de travail, je ne peux pas garder la maison pour mes enfants ». Quel embarras, quelle honte on peut ressentir en disant « je vois mon mari malade, mais je n'arrive pas à ne pas lui crier dessus ». Ce n'est donc pas un conseil, mais un regard qui a su traverser cette image, ce sens de honte, cette misère humaine qui se présentait face à elle, en voyant la valeur de la personne, qui alors repart d'elle-même, découvre elle-même de nouvelles possibilités à parcourir. La tradition juridique de nos pères nous parle de dignité humaine. Dans tous les textes de l'après-Deuxième Guerre mondiale, on parle, c'est la racine de la dignité humaine. Mais Padre Oqueta, Père Oqueta, où puise ce sens de la dignité humaine dans la conception culturelle, anthropologique et biblique que nous avons reçue à travers une tradition millénaire? Je voudrais commencer par remercier nos hôtes du meeting, le professeur Vitadini, et surtout remercier beaucoup Marta Cartabia, vice-présidente de notre Cour constitutionnelle, pour
l'audace qu'elle a d'affronter ce sujet et sa capacité à voir aussi loin, au-delà de la chronique quotidienne. Parce que cela touche la profondeur de notre vie. Nous tous ici, habituellement, nous nous divisons entre les justicialistes et les permissivistes, les permissionnaires, jusqu'à ce que la justice ne touche notre chair. Alors, nous changeons de perspective. Donc, j'ai accepté de venir ici pour commenter très brièvement ce modèle qui, à mon avis, est prophétique aussi. Mais il a besoin d'une communauté pour être développé sur le plan culturel. Pendant des années, j'entrais dans les prisons, non seulement les prisons milanaises, la prison de San Vittore à Milan, j'y allais le dimanche, y compris dans le secteur pénal, mais aussi en Colombie et au Chili, où je vous assure que les conditions des prisonniers sont bien pires que celles que nous connaissons ici, même si nos détenus ici, je vous le dirais, vivent dans des situations très difficiles. La deuxième raison pour laquelle j'ai accepté, c'est aussi que j'ai rencontré beaucoup de victimes de délits, de crimes, et ils m'ont dit c'est le seul modèle possible. Après avoir tant souffert, nous avons la possibilité d'exprimer notre douleur, de la mettre dans un espace public, parce que même ce que nous donne l'État peut légitimer notre douleur. Donc que dit le... Pardon. Donc il ne faut surtout pas oublier les victimes et leurs douleurs. C'est les grands oubliés de notre système. Soit elles sont instrumentalisées politiquement, soit elles ne sont pas entendues. Parce que notre société considère les prisons comme des décharges sociales. Je vais vous donner quelques chiffres pour avoir un tableau dans lequel on pourra ensuite évoluer. Nous avons en Italie, vous le savez, 195 instituts pénitentiaires. Fin 2017, il y avait 56 000 prisonniers. L'année dernière, il y en avait 54 000 à cette période. La capacité maximale de nos prisons est de 50 000 places. Donc, nous avons un excédent de 7 000 prisonniers. Dans ce total de 56 000, presque 57 000 prisonniers, 19 000 sont émigrés. Et quelle est la question pour nous? Presque 69% des personnes enfermées dans nos prisons sont récidivistes. Qu'est-ce que cela signifie? Que sur 1000 personnes qui entrent ou sortent des prisons chaque jour, parce que c'est à peu près les chiffres quotidiens, 690 vont recommencer à faire ce qu'elles avaient fait. Alors, moi, je dis, cela veut dire que le modèle ne fonctionne pas. Et nous avons une responsabilité pour dire quelque chose. Il y a une autre donnée qui me touchait. Si la récidive n'était que de 1%, l'État économiserait des milliards d'euros. C'est un argument qui suffirait à convaincre les plus durs, partisans les plus durs des prisons dans notre système. C'est qu'on peut dire que le système ne fonctionne pas. Les mesures alternatives, elles fonctionnent. Il y en a environ 23 000 et la récidive est d'environ 18%. Il y a un modèle de justice qui, parallèlement aux prisons, fonctionne. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que 9 000 personnes en Italie, sur ces 54 000, sont en prison et attendent encore leur jugement. Les temps de procès sont démesurés dans notre pays. Cela entame la dignité de la personne. Il y a une radio j'ai été invitée par une Radio Radicale, et ils m'ont fait entendre l'appel d'une personne qui a passé 2 ans et demi en prison pour être ensuite libérée parce que il n'y avait pas rien à lui reprocher. Nous avons des situations de ce type. Donc, pour rentrer dans plus en détail, que signifie la justice réparative? On peut le dire comme Aristote de différentes manières. Cela dépend de l'époque, comme l'a dit la professeure Cartabia. Dans notre code, celui qui régule, qui dit ce qui arrive si je fais certaines choses, vous le savez, on parle de justice rétributive.
La loi garantit deux principes fondamentaux, la certitude de la peine et sa proportionnalité en fonction de la gravité du dommage. Cela répond à des questions objectives. La personne, de fait, par son histoire, n'entre pas dans ces données objectives. Parce que il faut se poser la question quelle loi a été brisée et qui l'a fait. Ceux qui commettent des délits doivent être rééduqués psychologiquement. Et puis, on voit apparaître comme modèle supplémentaire à ces modèles parce que le modèle qui existe, c'est celui-là, il faut le rappeler, c'est le modèle de la justice réparative. C'est un produit avant tout culturel qui intègre les modèles classiques de justice et met au centre, je le disais, la douleur de la victime. La peine est établie à partir de trois questions. Qui souffre? Quelle est sa souffrance? Qui a besoin d'être guéri? Alors vous comprenez que là, c'est la relation et la dignité qui est au cœur de ce modèle. Et le parcours de la justice réparative s'articule sur 5 passages spécifiques qui sont tout d'abord la reconnaissance du délit et la responsabilité face à la victime et à la société. Je vous dirai ensuite comment on peut faire reconnaître le crime et la responsabilité. Mais c'est la première chose parce que sinon, on continue à justifier le mal fait. Deuxièmement, la rencontre avec la victime. Le criminel doit rencontrer la victime. Cela, je l'ai compris à la prison de San Vittore. Et j'ai vu combien c'est important parce que celui qui avait la peine à expier et l'expier me disait « Moi, j'expierai, je rends ma peine beaucoup plus juste en voyant la victime. » Et puis, il y a la responsabilité directe et le personnage du médiateur. Depuis 1999, l'Europe nous recommande d'introduire ce modèle. En Italie, nous commençons timidement. Il y a un projet de loi qui a été déposé qui prévoit la figure, le personnage du médiateur. Mais quel est le problème? C'est qu'il n'y a pas encore de culture de médiation. Il n'y a pas des écoles qui préparent des médiateurs capables de développer ce modèle. Parce que cela doit être un système. Cela ne doit pas être simplement une communauté qui prépare des personnes. Il faut qu'il y ait quelque chose de systématique pour y arriver. Et puis l'élaboration de la victime et de son expérience de douleur. Elle doit se raconter, elle doit dire ce qui s'est passé. Elle doit pouvoir demander pourquoi tu m'as fait ça, réponds-moi. Et parfois, comme beaucoup de victimes le disent, les évangélistes le disent, ces monstres se sont révélés très différents. Le pardon, il dit, le pardon pour moi ce n'est pas oublier le passé, mais recommencer de manière différente. C'est un texte publié par des évangélistes. Donc, il peut y avoir aussi la recomposition de l'objet fracturé. Je sors de l'église, je suis en vélo, 4 jeunes arrivent, ils me volent, ils me détruisent mon vélo. Nous faisons la vérité, je dois comprendre de leur part pourquoi ils font cela. Est-ce qu'ils voulaient me faire du mal? Est-ce qu'ils avaient besoin d'argent pour pouvoir vendre le vélo? Ou parce qu'ils allaient mal? J'ai besoin de savoir, parce que si je comprends leurs raisons, je comprends aussi, je justifie aussi ma douleur. Si je ne le comprends pas et je garde ma douleur dans mon cœur, ma douleur, à un moment donné, me bloque dans la vie. Et je finis par avoir peur de tout, parce que je ne rencontre pas le visage de l'autre qui me dit qui je suis et qui lui était à ce moment-là. Donc il faut demander la recomposition, ça peut être une somme d'argent. Pour beaucoup de victimes, ça peut être aussi une vérité faite réciproquement. Bien entendu, il n'y a pas seulement la recomposition financière, mais aussi ce qui vient de la fracture d'une relation. Ce modèle existe en Europe, il existe aussi en Amérique, comme je vous le disais. Il faudrait que nous aidions la politique à en faire un système. En Amérique, c'est un modèle institutionnel alternatif au procès. Au Royaume-Uni, la relation directe entre victime et coupable, il y a un programme face-to-face demandé par la loi. En Allemagne, il y a le secteur des mineurs et toutes les mesures alternatives à la détention qui fonctionnent sur ce modèle. La France, par exemple, a des médiateurs sociaux.
mais qui se font par des associations privées. Et l'Hollande aussi prévoit carrément ce modèle à l'intérieur de la police, même pour des crimes de violence sexuelle. L'Espagne, nous en avons entendu parler. Le modèle, pour nous, est extraordinaire parce qu'il puise ses racines dans la Bible. C'est un modèle biblique. C'est exactement ce que Dieu demandait à son peuple lorsqu'il le trahissait. Et tous les livres du Nouveau Testament s'ouvrent sur cette forme de justice, où Dieu dit au peuple, « Mais pourquoi m'as-tu trahi ?» Et que doit faire le peuple? Il doit faire la vérité. Voilà le point central. Nous sommes appelés à relire ce qui s'est passé, l'expérience, en faisant la vérité. Il faut comprendre la profondeur de cette vérité. C'est le dernier point que je vais évoquer, parce que pour moi, il est fondamental. Donc, que dit la Bible? Elle dit que ce modèle n'est pas pour des jeunes filles, des prêtres ou des bonnes sœurs qui disent « il faut être gentil ». Non, absolument pas. C'est un modèle très dur. C'est le modèle qui prévoit, qui, selon la Genèse, est souvent empreint d'histoire entre des frères qui se séparent, qui se tuent. Pensez à Caïn et Abel, ou Isaac et Ismaël, Ésaü et Jacob. Pensez à Jacob. Pensez à Joseph et ses frères, la dynamique de Joseph et ses frères. Quand les frères se sont présentés face à lui, qui était devenu le vice-empereur d'Égypte, il leur a pas dit « Ah, mes frères, mes chers frères ». Qu'est-ce qu'il leur a fait? Il leur a fait faire la vérité. Il leur a fait regarder vers le passé. Ce sont des pages merveilleuses. Alors, c'est grâce au réalisme d'Israël que le modèle a pu réguler les rapports entre États, tribus, nations, qui s'engagent à se traiter d'abord en tant que frères plutôt qu'en tant qu'ennemis, à établir l'alliance et la reconnaissance réciproque, parce que nous sommes les enfants d'un don. Un de mes confrères, lorsqu'il confessait, une personne qui lui disait « Père, vous ne pouvez pas me pardonner. Vous pouvez me pardonner, mais moi je ne me pardonne pas. » Et lui disait « Mais si l'Omnipuissant te pardonne, qui es-tu pour ne pas te pardonner toi-même » Nous sommes héritiers d'un don. Pourquoi est-ce que nous ne l'accueillons pas? Tout dépend de là. Donc, l'éthique biblique nous dit que ce modèle a 4 grands principes que je vais schématiser pour conclure. Je n'ai pas le temps de les expliquer en détail. Tout d'abord, ne pas juger, mais rééduquer le coupable. Caïn, l'assassin, n'est pas abandonné à lui-même. Il n'est pas détruit par Dieu. Il n'est pas exclu des soins de Yahvé. Son jugement se manifeste dans la double valeur de la tzedaka, qui est à la fois justice. Celui qui prend l'initiative n'est pas coupable. Il ne se venge pas du coupable, mais lui demande un chemin de vérité. Il expulse du paradis pour qu'il puisse rentrer et construire la cité. La pédagogie biblique condamne le coupable à travers 2 verbes, expier et soigner, guérir. Dieu demande que l'homme se rende compte du mal qu'il fait. Voilà le point central. Comment l'homme peut-il se rendre compte du mal qu'il fait? Il ne peut le faire que sur le plan spirituel, pas religieux. Nous pouvons avoir dans notre conscience la capacité de discerner ce que nous faisons de bien et ce que nous faisons de mal. C'est un point originel et originant. À la fin, j'expliquerai ce qui s'est passé dans une prison en Inde qui avait 10 000 détenus, presque 90% de détention. En les faisant méditer, ils ont fait descendre la récidive à 7%. Les premières pages du livre de la Genèse exigent que la victime retrouve ce qui lui a été enlevé et que lui soit rendu in integrum. Face à ce type de responsabilité objective, qui n'est pas la responsabilité subjective de nos codes, légaux, soit le coupable assume la responsabilité en réparant le mal fait à la victime, ou bien l'ensemble de la communauté doit prendre en charge la victime pour réparer le mal. Parce que la responsabilité est objective, et c'est le 3e point. Pourquoi est-elle objective? Parce que nous, en tant que société, nous avons la responsabilité de cultiver la terre tachée de sang. La terre est le corps de l'homme.
C'est ce que Dieu nous donne. Mais lorsqu'elle est tachée, elle est entachée, plus rien ne peut grandir. Alors, soit on travaille la terre ou plus personne ne mange. Vous comprenez l'enjeu? Le travailler la terre entachée par le sang des frères qui se distribuent. Quatrième point, dans le mal commis, il y a déjà notre condamnation. Parce que la conscience formée te met face à toi ton mal. Le problème, c'est d'avoir des chemins où la conscience peut te redire ce que tu as fait et où tu peux voir et entendre dans la vérité de ta vie face à Dieu qui est sur nous avec ses mains et son amour, avec un regard bien plus miséricordieux que celui que nous avons sur l'autre, mais sur nous aussi. Nous devons simplement être attentifs à ne pas faire mourir notre prochain dans notre état. Au XIXe siècle, on a fait mourir Dieu. Mais si on fait mourir l'autre, on ne voit plus celui qui souffre. Et alors, on cherche la satisfaction dans ce qui est loin. Mais cela ne suffit pas, cela ne satisfait pas. Et puis, pour finir, transformer la peine en responsabilité. La méthode de Dieu juge les hommes dans la faute, mais il ne les fixe pas dans la faute. Il donne une espérance supplémentaire. La dernière chose que je veux dire, c'est que en Inde, je ne vous parle pas du Brésil parce que nous avons là un personnage qui va nous en parler. Je ne veux pas vous parler d'une expérience, mais simplement vous dire pourquoi cette expérience nous dit quelque chose. En Inde, en 95, une personne, à New Delhi, il y avait une prison qui contenait 10 000 détenus. Et la directrice était désespérée parce que le taux de récidive et la violence était terrible. Alors elle a fait 3 choses. D'abord, elle circulait dans la prison et elle se montrait en tant que personne. Déjà, quand on montre son visage, c'est différent, tout est différent. Deuxièmement, elle avait mis un grand lieu, une boîte où les prisonniers pouvaient écrire et elle répondait à chacun. Et troisièmement, elle avait trouvé des salles, des lieux de silence où elle-même, cette directrice, et ses collaborateurs et tous ceux qui voulaient, les détenus, elle faisait faire la méditation pour tous ceux qui passaient. Les personnes descendaient. Donc, ils vivaient une semaine de silence, et le silence est révélateur de notre nature. Il te permet de te mettre face à ce que tu es. Que faisaient ces personnes? Simplement, elles voyaient ce qu'elles avaient fait, de bien et de mal. Et lorsqu'une personne arrive à cette profondeur, et si nous parvenions, nous les premiers, à cette profondeur, et si nous amenions la société à cette profondeur, nous changerions de comme ceci à comme cela. Ce serait une révolution. Cela a duré pendant 2 ans. Le modèle a été exporté tellement que cela fonctionnait bien. Mais si en Inde, on faisait la méditation, en Italie, quelle est l'expérience, la méditation Passamé? En Italie, quelle est l'expérience qui nous conduirait à cette expérience? Certains disent le sport, la résilience, le sacrifice, ou au moins la méditation. Moi, j'en ai parlé à la magistrature. Il y a une branche de la magistrature qui est très ouverte sur ce point. Le problème, c'est que nous, aujourd'hui, nous risquons de vivre un droit trop positivé. Et je demande, mais mes camarades d'école, d'études, à la fin des années 80, à l'université publique, nous rêvions tous de ce modèle qui pouvait changer la vie de la justice. Mais où sont-ils passés? Où sont-ils passés? Ils sont devenus positivistes. Je ne le dis pas comme une critique, mais parce que je le regrette. Nous sommes en train de faire un droit positiviste. Mais le droit, c'est la destruction d'une relation et la possibilité de permettre aux personnes de se rencontrer à nouveau. Voilà le droit. Ce n'est pas augmenter les conflits, exaspérer la tension sociale. Je conclus en disant cela. À Nizida, des parents qui ont eu des enfants tués vont rencontrer les jeunes qui les ont tués parce qu'ils disent « ce sont le produit d'un système ». Ils sont le produit d'un système que dans ce contexte-là, on appelle la camorra, c'est la mafia, et qui nous ont fait du mal. Et ces personnes-là ont guéri leurs blessures et ils ont guéri ceux qu'ils ont rencontrés.
la présidente adjointe de Libera, qui ne voulait pas entendre parler de ça. Son père a été tué presque sous ses yeux. Elle est arrivée juste après. Après des années de douleur, elle dit, en fait, c'est le seul modèle que nous avons. Il faut le développer, même si nous sommes différents. Dernière chose que je vous dis, dans ce petit livre que j'ai écrit, le professeur Flick m'a fait une postface qui m'a beaucoup frappée. Il dit, j'ai beaucoup d'estime pour lui, c'est un grand maître pour moi. Il dit, j'ai été ministre de la Justice. J'étais président de la Cour constitutionnelle. Mais c'est après que j'ai compris l'importance de ce modèle. Et je suis ici non pas pour demander pardon, mais en tout cas pour dire développons-le ensemble. Donc je conclus en disant cela. Un de mes confrères est mort jeune, il y a quelques années, il était autrichien, et il a écrit un très grand manuel sur la justice réparative. C'était un prophète, il s'appelle Wiesenthal, c'était dans les années 80. Il le dédie à un jeune qui avait 19 ans. Il s'appelait Hans, ce jeune. En rentrant de prison pour mineurs après 3 ans, son village d'origine le renie comme galérien, lui nie toute réconciliation. Il se pend de désespoir au bout de quelques semaines. Dans sa lettre d'adieu, il écrit « Pourquoi est-ce que les hommes ne pardonnent jamais ?» Que cela ne soit pas pour nous. Merci. Les éléments, les points de cette intervention sont très nombreux et vont de la culture biblique à l'expérience indienne et les maîtres de notre droit constitutionnel et pénal. On ne pouvait pas attendre autre chose du père Oketa dont le livre contient toute cette richesse. Je voudrais souligner 2 aspects, si vous me le permettez. Nous ne trouvons pas face à une alternative entre justitionnaliste et permissionnaire. Ce sont les premières paroles du père Oketa. Donc il ne s'agit pas ici de comprendre si nous sommes du côté de ceux qui ont une sensibilité plus sévère, plus punitive face au crime, ou au contraire ceux qui sont d'âme plus ouverte par bonté naturelle. Il s'agit d'une nouvelle conception de la justice qui a traversé toutes les paroles et les exemples du père Oketa. Je crois que je peux résumer en ces termes le cœur de sa réflexion. Lorsque le père Oketa parle de justice, il parle de justice comme relation avec l'autre et d'injustice comme la rupture d'une relation avec l'autre. Il serait intéressant de réfléchir dans la Bible qui si fréquemment répète le terme droit, justice, on le trouve dans les psaumes, dans les textes. Il faudrait voir si c'est l'idée qui sous-tend la répétition de cette terminologie dans les textes bibliques. À partir de cette conception de justice comme relation et injustice comme rupture de relation, c'est à partir de là que naissent beaucoup de conséquences, beaucoup d'expérimentations qu'on ne peut pas nécessairement exporter telles qu'elles sont d'un monde à l'autre, mais qui génèrent une créativité dans les réponses inépuisables. Une créativité qui nous a déjà bouleversés l'année dernière quand nous avons connu l'expérience des prisons à Pâques. Personne ne fuit l'amour. Qui parmi nous peut oublier cette phrase écrite, cette image sur le mur d'une prison avec son fil barbelé qui parle d'une prison sans clé, ou plutôt où les clés sont confiées aux détenus eux-mêmes. Valdesi va nous aider à découvrir le secret qui a permis la naissance et l'épanouissement d'une expérience aussi extraordinaire. Et j'aimerais lui demander aussi quel secret a permis à une expérience comme celle-là, aussi impensable, d'être acceptée et accueillie, même sur le plan institutionnel, et non seulement
une avant-garde pour des visionnaires espagnols. D'avant-garde, pardon. Mais les juges au Brésil et ailleurs ont regardé ce modèle comme quelque chose d'intéressant qui pouvait être accueilli, si ce n'est reproduit par les institutions. Mais avant de lui donner la parole, Valdeci nous a demandé de projeter une vidéo et la régie va nous la lancer tout. Nous savons que beaucoup sont contraires au changement du système carcéral actuel parce qu'ils s'en servent, ils l'exploitent. Nous sommes dans les régimes semi-ouverts, nous sommes dans un laboratoire où ils fabriquent des meubles. Ils travaillent au moins 6 heures par jour. Dans cette cuisine, il y a 3 ou 4 personnes en voie de réinsertion, les réinsérants. Ils préparent les aliments pour 170 personnes. Dans le système carcéral commun, nous recevons beaucoup d'humiliations. Il y a des révoltes, on est frappé. Ici, c'est différent. Ça, l'uniforme rouge, les familles peuvent venir nous visiter. Comme vous voyez, il n'y a pas de mur. Beaucoup de réinsérants travaillent ici. Il y a un jardin potager, il y a un laboratoire où sont fabriquées des pièces d'automobile, des véhicules. Une personne qui souvent est considérée inutile de la société, après avoir été chez nous, peut devenir utile. C'est pour cette raison qu'on l'appelle réinsérant. Ici, entre l'homme, le crime reste au dehors. À droite, la porte déjà ouverte pour les personnes en régime de semi-liberté et l'autre porte pour ceux qui sont encore enfermés à clé. J'ai une condamnation à 20 ans totale, 15 pour un homicide, un meurtre et le reste pour un vol. J'ai 3 enfants de jumeaux. La plus petite s'appelle Marceline. Aujourd'hui, la récidive dans nos structures est mineure de 10%. Le moyenne national est au 80% et national 70%. Un condamné ici coûte 3 fois un mois par rapport au système commun. Il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de violence. Dans nos structures, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de téléphone mobile. Aujourd'hui, le système carcéral est une industrie et beaucoup d'entreprises et de multinationales vivent sur la misère de ce système. Bonjour. Je remercie chaleureusement le père Oqueta, Martha et Carmen qui partagent ce moment avec moi. J'exprime mon bonheur pour être ici. Je remercie l'organisation du meeting et l'organisation AFC qui ont fait beaucoup pour la coordination des APAC qui existe déjà. Ils ont aidé à exploiter le système APAC dans le monde. Je suis arrivée hier du Brésil. J'ai laissé un pays dans une profonde agonie. Le Brésil, en ce moment, vit une crise sans précédent. Une crise économique qui voit 13 millions de personnes, de chômeurs, dont 80% c'est des jeunes.
entre 18 et 24 ans. Nous vivons aussi une profonde crise politique, une profonde crise de leadership et surtout une crise des valeurs. Au milieu de tout cela, le Brésil vit une crise du système de pénitentiaire. C'est une crise qui dure depuis des siècles et qui voit 700 000 de prisonniers qui vivent dans des situations inhumaines. Des prisons où la récidive arrive jusqu'à 80% des prisons pleines de violences contrôlées par des factions criminelles. Il y a des prisons qui empirent les personnes parce que c'est vraiment des universités du crime. Je suis convaincue que cette réalité du système pénitentiaire brésilien, plus ou moins, est présent dans d'autres pays, surtout dans les pays de l'Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Au milieu de cette crise, le APAC, une véritable expérience de succès, naît. Association de protection et d'assistance aux condamnés. Association, institution à but non lucratif qui ont comme but la réinsertion des condamnés, aider les victimes et promouvoir une justice réparative. Pour atteindre cet objectif, nous proposons une thérapie qui s'appelle méthode APAC, qui se fonde sur 12 éléments de base, entre autres la participation de la communauté, un réinsérant qui aide à notre réinsérant, le travail, l'éducation, l'assistance sanitaire, l'assistance légale, la famille, la valorisation de la vie humaine, le bénévolat et finalement, quand tous ces 12 éléments fonctionnent et sont appliqués de manière harmonieuse, ils portent des résultats positifs. Il s'agit d'une méthode qui se fonde sur l'amour, la confiance et la discipline. Grâce à l'application de cette méthode, on peut réduire la récidive à des taux inférieurs à 15%. Nous pouvons réduire radicalement le coût. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de révolte, de rébellion, il n'y a pas de drogue et il n'existe pas de factions criminelles. Je pourrais dire que les APAC sont une véritable révolution du système pénitentiaire pour tout le monde. Je suis sûre que ce siècle sera caractérisé par l'expérience des APAC. Même si d'une façon très simple, presque timide, aujourd'hui nous gérons 48 APAC au Brésil qui accueillent plus de 300 000 réinsérants. Il y a plus de 80 APAC qui sont en cours d'installation. Nous sommes présents et nous appliquons notre méthode en 23 pays du monde. Certes, vous pourriez me demander si l'APAC est née en 1972. Elle a été créée par Mario Toboni, avocat et journaliste. Pourquoi, après 45 ans, cette expérience est encore si timide?
Je pourrais vous répondre que cela est le fruit de deux raisons. Premièrement, le fait que la méthode APAC n'est pas reconnue parce que malheureusement, surtout dans notre pays, des expériences de succès, des expériences positives, difficilement reçoivent le soutien des médias. En outre, nous n'avons aucun doute que nous allons contre-courant. Parce que s'il y a un domaine qui continue à croire, c'est le domaine de détenus. Si nous cherchons le soutien, si nous avons des amis, des collaborateurs, bien sûr, nous avons aussi beaucoup plus d'ennemis qui vont contre nous et qui luttent pour notre faillite. Même si nous avons de bons résultats, la PAC n'est pas la solution pour le crime, pour la violence. Les APAC ne sont pas la méthode, le modèle fini, préfabriqué. Les APAC ne veulent pas remplacer le prison traditionnel. Mais elles sont bien sûr une alternative faisable qu'en ces moments, on est en train d'offrir au Brésil et dans d'autres pays. Parce que la PAC, même si est 100% brésilienne, n'est pas de propriété du Brésil. La PAC, comme toutes les œuvres de Dieu, est née, se développe au pied de la croix et comme toutes les œuvres de Dieu, est au service de l'humanité entière. Je suis impliquée dans ce projet de réinsertion des détenus depuis 24 ans. Je n'ai fait rien d'autre dans ma vie. Je n'ai fait que éliminer la violence des prisons pour récupérer la vie dans ces prisons. Il est difficile que vous pouvez imaginer les difficultés énormes, les obstacles énormes que les détenus affrontent tous les jours pour ne pas perdre leur espoir et pour se réveiller chaque matin comme les disciples. Ceux qui sont rentrés dans cette zone comme disciples ont continué à être des disciples. Ils veulent mourir comme des disciples, comme un apprenti éternel. Chère Martha, professeure, j'étais toujours fouillée par la police. Je me rappelle la fatigue des voyages, les doutes. Je me rappelle les 17 procès juridiques où j'étais accusée de toutes choses. Ils ont fait beaucoup pour que je devienne un détenu moi aussi. Mais grâce à Dieu, jamais le soutien m'a manqué, les amis m'ont manqué. Les amis m'ont toujours aidé dans ces moments difficiles. Pendant des mois, j'ai été menacée de mort. J'ai tout risqué, ma famille, mes biens matériels. J'ai renoncé à tout pour me consacrer totalement à cette œuvre qui est un oasis au milieu du désert. J'investis toute ma vie pour cette cause. Je consacre ma liberté afin que ceux qui expient une peine puissent devenir vraiment libres, parce que je suis convaincue que Dieu m'a appelée pour cette cause.
Et même si j'ai beaucoup de raisons pour fuir, pour échapper, j'ai appris, grâce au réinsérant des APAC, que personne ne fuit à l'amour. Je ne peux pas fuir l'amour parce que Dieu est amour. Vous me demandiez quels sont les secrets de cette méthode. Vous me demandez quel était le secret. Le secret est dans les petites choses. Même si la méthode est basée sur 12 éléments fondamentaux, je suis convaincue que Dieu se cache dans le repli de l'histoire et de même, il se cache dans l'application de ces 12 éléments fondamentaux. L'un de ces éléments est appeler chaque prisonnier par nom avec son nom parce que le rachat de la personne humaine commence du rachat de son nom. L'un des secrets est la famille. L'un des secrets est la valorisation de la personne. C'est-à-dire traiter ce qui arrive avec un sujet de droits et de devoirs. En lui offrant un espace humain avec des jardins, avec des tables dans la cantine, afin qu'il puisse se sentir une personne à nouveau, afin qu'il puisse être traité à l'image de Dieu, un Dieu qui est vie et qui agit dans notre histoire. Le secret réside dans l'aide de la personne qui a commis un délit, même si c'est très difficile parce que les détenus, très souvent, ne se rendent pas compte, ils n'ont pas la conscience du mal qu'ils ont commis. Parce que normalement, qui fait le mal n'est pas conscient du mal qu'il fait. De même, ceux qui font le bien n'est pas conscient du bien qu'il fait. Nous n'avons pas la conscience de combien de personnes nous pouvons rejoindre avec nos péchés et nos délits. Et de même, on n'a pas conscience combien de personnes on peut rejoindre grâce aux petits gestes de bonté que nous offrons aux personnes qui nous rencontrons pendant notre vie. Quand un réinsérant se rend compte du mal qu'il a fait, de la souffrance qu'il a causée, de la souffrance qu'il a provoquée aux familles des victimes, aux amis des victimes et à la société dans son ensemble, nous l'aidons à faire un deuxième pas, cher Père Oketa. C'est-à-dire, nous les aidons à se séparer du délit. Parce qu'une chose, elle est délit, l'autre est la personne qui l'a commis. Très souvent, quand les détenus se regardent au miroir, ils se voient comme des monstres, ils se considèrent comme des déchets, comme quelque chose qui est inutile à leur famille et à la société. Parce que leur personne est confondue avec le délit qu'ils ont commis. Quand nous les aidons à faire ce deuxième pas, ensuite, ils en font un troisième. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il est plus grand que le délit qu'il a commis. Chaque personne est plus grande de sa coupe, de sa faute, de son erreur, de son délit. Parce que si le délit qu'on a commis est grand, la grâce de Dieu est encore plus grande et le pardon de Dieu est encore plus grand. En ce moment-là, la personne commence à se libérer. Mais la libération finale adviendra seulement quand il arrivera à faire un quatrième pas, quand il traversera le procès difficile de la purification, quand le comportement change et il change aussi de mentalité. Quand il arrive à ce pas, nous les aidons
à faire une expérience, l'expérience du prophète Ézéchiel, qui enlève le corps de pierre et qui met un corps de chair. Les changements de la vie. Dans ce moment-là, le détenu va vouloir veut répayer le délit, le mal qu'il a fait. Il veut réparer le mal qu'il a fait. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples. On a aussi un livre écrit par le docteur Mario Toboni, la solution et non pas la victime. On a des dizaines et des dizaines d'exemples où des hommes et des femmes qui sont tombés dans le crime et dans la violence sont arrivés à faire ce dernier pas vers la réconciliation avec leurs victimes. Je vais vous raconter un petit exemple. L'exemple de Marcus Paulo, qui avait commis un meurtre. Il avait tué un homme pour le voler. Il s'agit d'un vol avec meurtre. C'est un jeune de 22 ans condamné à 25 ans. Il avait laissé une femme veuve et 2 enfants orphelins. À l'intérieur de la PAC, avec beaucoup d'efforts, nous l'avons aidé. Nous l'avons aidé à faire ce pas vers la réconciliation. Quand il est arrivé au 3e pas, il est rentré dans une angoisse profonde parce qu'il ne savait pas comment faire pour réparer la douleur qu'il avait causée. Donc, il a fait 2 pas que je veux penser être inspiré par Dieu. Le premier, chaque mois, il récoltait l'argent qu'il gagnait par la vente des produits artisanaux qu'il vendait. Il envoyait cet argent à la famille. Il a fait pendant 2 ans, chaque mois, pour aider la veuve et les enfants orphelins. Seulement après 2 ans, où il faisait ce geste de façon anonyme, la veuve s'est rendue compte d'où cet argent provenait. Et donc, elle a décidé de visiter la PAC. Elle a décidé de rencontrer ceux qui avaient commis le délit. Et je remercie Dieu pour cela parce que j'étais présent pendant cette rencontre, la rencontre du pardon. Parce que je sais que le pardon est l'essence de Dieu. Mais cette personne continuait à vivre dans l'angoisse. D'une certaine façon, il avait réparé au délit, à son délit, mais il y avait une victime. Quelqu'un était mort. Il avait répandu le sang. Un jour, une femme avait demandé de parler avec les personnes de la PAC. Il avait un neveu qui était en hémodialyse et il a demandé si quelqu'un pouvait s'offrir pour donner un rein. Plus de 6 réinsérants dans cette salle, c'est-à-dire 8 réinsérants se sont offerts en tant que volontaires et ont été conduits à l'hôpital. Et ils ont fait tous les tests. L'un de ces réinsérants était Marco Paolo. Et parmi ces 8, seulement Marcos Paolo était compatible. Le long de son témoignage, il voulait toujours raconter comment il avait enlevé une vie, mais grâce à Dieu, il avait restitué une autre vie. Je remercie vraiment Dieu pour tout cela. Après cette expérience, cet homme a demandé d'être baptisé. Il a pris la première communion, la confirmation. Je suis son parrain de baptême.
Merci. Obrigada. Grazie, Valdesi. Merci Valdesi. Les histoires et la richesse d'expériences que nous avons entendues aujourd'hui ne nécessitent pas de commentaires supplémentaires. Mais permettez-moi tout de même de souligner des équivoques possibles. Ce n'est pas de la magie. Rien ne se passe de façon instantanée, ni avec des résultats certains, comme avec une potion magique. Ce n'est pas non plus, ce que nous avons entendu n'est pas non plus un format, un mécanisme à répliquer avec des résultats assurés. Ce n'est pas non plus simplement un rappel moral de pardon et de miséricorde. Combien de fois notre cœur semble si incapable de pardon, de miséricorde, et même incapable d'oublier la douleur et de dépasser ce qui nous a profondément blessés. Ce que nous avons entendu aujourd'hui montre un chemin possible, un chemin à parcourir pour permettre d'expérimenter dans le mal même, dans la douleur, dans le tort subi, quelque chose qui est intéressant sur le plan humain, qui évite à ceux qui sont impliqués d'être pétrifiés, figés dans un rôle, que ce soit celui de victime ou de coupable, figés dans un rôle dont on ne peut pas sortir. C'est un chemin que l'on peut parcourir, mais un chemin entièrement à découvrir de la part de ceux qui doivent la parcourir. Cet été, j'ai eu l'occasion de lire une phrase que je voudrais vous offrir à chacun d'entre vous parce qu'elle me paraît illuminer notre condition humaine. Elle parle d'autres expériences fondamentales de la vie, mais je crois qu'elle peut s'appliquer de façon précise aussi dans le chemin de la recherche du droit et de la justice. C'est une phrase de von Balthasar qui dit « Comme le nageur ne doit pas cesser de nager pour ne pas couler, même s'il a toujours progressé dans sa capacité à nager. De même, celui qui aime doit vivre chaque jour de manière nouvelle et originelle dans l'amour et interroger l'amour. Et ainsi, à la fin, celui qui connaît doit chaque jour s'interroger de nouveau sur l'essence de la vérité, sans être pour autant un sceptique stérile et destructeur. Une recherche constante, une énergie indomptable, un chemin inépuisable. Dans chaque aspect de l'expérience humaine, tout comme dans le domaine de la justice, il ne s'agit pas, par conséquent, d'écouter ces nouveautés de vie, ces fleurs nées dans le désert, ces oasis nées dans le désert, pour abandonner la justice traditionnelle. Cet après-midi, nous entendrons avec notre ami Paolo Tosoni des expériences tout aussi fascinantes de magistrats dans le système traditionnel italien, des toges. Mais il s'agit de garder précieusement cette expérience de justice et de l'interroger constamment. Nous, qui sommes des nageurs, des personnes qui aiment, des personnes qui savent et qui veulent aller toujours plus profondément dans la recherche de ce désir inextinguible de justice qu'on ne peut étouffer. Guidés par les expériences que nous avons entendues, nous pouvons aussi trouver des traces écrites. Il y a le livre du père Oketa, le livre que l'on trouve au stand de AFSI,
Et Carmen, nous espérons bien qu'elle écrira un livre aussi. Et nous remercions chaleureusement le meeting parce que dans chaque circonstance, tous les ans, il nous offre un espace duquel nous pouvons sortir aussi enrichis. Pour ceux qui souhaitent le soutenir, vous pouvez le faire aussi de façon économique en faisant un don. Pour cela, il faut aussi un soutien matériel. Il y a des stands qui s'appellent Dona Ora, où chacun d'entre nous, en signe de gratitude pour ce que nous avons entendu, peut donner sa contribution. Merci à tous pour ce que vous nous avez raconté.